Binge Audio, c'est donc toi? Mes très chers amis, bienvenue dans cet épisode très spécial d'On peut plus rien dire. Très spécial car c'est le tout dernier de la saison. Et depuis que j'anime ce podcast, il arrive assez souvent qu'on me pose cette question. Alors est-ce que c'est vrai qu'on ne peut vraiment plus rien dire ? Après 35 émissions, je dois vous dire que je ne sais pas si on peut plus rien dire. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que ce n'est pas si facile de parler librement. Un grand nombre des personnalités que nous avons reçues, ou celles que nous n'avons pas reçues justement, ne s'y sentent pas totalement autorisées. Elles ont très peur du dérapage, du bad buzz, des quelques mots qui déclencheraient l'incendie. Et moi, au cours de cette saison, j'ai souvent été frustrée que les conversations les plus intéressantes aient lieu dans les couloirs, après les enregistrements, une fois les micros éteints. Parce que les invités lâchaient enfin tout ce qu'ils estimaient ne pas pouvoir dire publiquement. J'ai aussi découvert que les questions qui paraissent les plus anodines peuvent déclencher des réactions épidermiques, témoignant du degré de crispation de notre société. Comme dans notre épisode « Comment gagner les débats de Noël ». Mes deux invités se sont d'abord sentis agressés par cette question, se sentant instantanément en empathie, non pas avec vous et moi, mais avec nos contradicteurs. Comme si aider des jeunes personnes à débattre, c'était quelque part trahir. Trahir je ne sais pas quoi ou trahir je ne sais pas qui, mais trahir. Nous avons fini par trouver un canal pour nous parler, mais ça n'a pas été évident. Ce n'est pas si facile de parler, de discuter. Chaque épisode, chaque interview est une rencontre. Et chaque rencontre est d'abord une lutte contre soi. Laisser une place à l'autre suppose toujours d'abandonner 2 ou 3 certitudes, sur soi-même et sur le monde. J'ai aussi découvert qu'il y a des gens dans notre pays qui prennent des risques, oui, des risques à prendre la parole publiquement. Ce sont les femmes voilées. Pour notre épisode sur le voile, nous voulions absolument donner la parole aux premières concernées. Ce fut le plateau le plus difficile à organiser, malgré le travail de notre chargée de production, Charlotte Bex. Parmi toutes les autrices, les militantes et les activistes que nous avons contactées, toutes nous ont confié que chaque passage médiatique était assorti d'un harcèlement. Voilà. Il y en a pour qui c'est pas « on peut plus rien dire » le slogan du moment, c'est « on n'a jamais pu s'exprimer ». Nous remercions d'autant plus chaleureusement Mariam Poudjetou, la syndicaliste de l'UNEF qui porte le foulard, d'être venue à notre micro pour cet épisode. Elle nous a parlé de sa foi et de son choix dans cet épisode. Allez l'écouter, elle est passionnante. Ce qui m'a frappée aussi, c'est la peur chez nos invités, surtout chez les jeunes ou ceux en construction de carrière. La peur que telle maladresse, si on ne la coupe pas au montage, soit retenue contre eux et empêche leur recrutement pour un prochain poste. Que telle micro-imprécision soit amplifiée, répétée et la personne ridiculisée. Parler librement est un privilège de personnes stables financièrement et dans sa carrière. Parler librement est une question d'argent. J'ai aussi été attristée de constater que nos invités craignaient souvent plus les réactions de personnes proches de nous politiquement, les personnes de notre famille progressiste, bien davantage que les réactions du camp réactionnaire. Et ce bad buzz tant craint n'est jamais arrivé pour nos invités, en tout cas, pas pour l'instant. Alors je ne sais pas si on peut vraiment plus rien dire, mais en tout cas, à force de le répéter, cette croyance s'est ancrée. Et cela suffit à en museler certains, à en museler beaucoup. Andy Warhol prévoyait pour nous une société où chacun aurait son quart d'heure de célébrité. Je me suis demandé au cours de cette année si ce n'était pas finalement une société où chacun aurait son quart d'heure de shame, de honte qui se dessinait sous nos yeux. Et puis je me suis rendu compte que la réalité avait dépassé la prescription, mais de façon encore plus pernicieuse que ça. Nous vivons dans un monde où chacun craint son quart d'heure de shame et agit en fonction, même si ce quart d'heure n'arrive jamais. J'ai commencé la saison d'On peut plus rien dire en rédigeant des règles du jeu à destination des invités. On leur explique qu'ils ne doivent pas couper la parole des autres invités, on leur explique aussi qu'il est attendu d'eux qu'ils respectent leurs interlocuteurs et qu'ils peuvent se montrer aussi exigeants ou pointus qu'ils le veulent sur le fond, mais qu'ils doivent toujours expliquer, ne pas être élitistes, ne pas exclure. Après une saison, je voudrais en ajouter une autre. J'aimerais dire aux personnes invitées à notre micro de se tromper et de dire des énormités. Je voudrais dire que le patriarcat, que le conservatisme est un escape game. Oui, un escape game. Vous voyez ce que c'est un escape game ? C'est une salle dans laquelle on est enfermé et dont on ne peut sortir que si on résout plusieurs énigmes en équipe. J'ai participé à un escape game pour l'anniversaire d'une amie récemment. Et au tout début du jeu, le gérant nous expliquait les règles et délivrait des conseils. Il y a un de ces conseils qui m'a marqué.
Il a dit « Surtout, ne vous auto-censurez pas. Dites tout ce que vous pensez. » Beaucoup de joueurs ont peur de dire ce qu'ils pensent alors qu'ils connaissent la réponse. Ou alors vous allez dire un truc qui vous semble idiot, mais cela fera avancer votre coéquipier et lui donnera une idée. Oui, le patriarcat est un escape game et nous sommes tous, ici, dans la même équipe. Si nous nous auto-censurons et sommes intraitables avec nos pairs à la moindre maladresse, nous prolongerons son hégémonie. Nous avons besoin d'un endroit où nous tromper. C'est indispensable pour pouvoir penser, exister, créer. Alors à notre petit niveau, c'est ce que nous essayons de créer ici, chaque vendredi, et ce que nous essaierons de continuer à faire. Créer un endroit où se tromper. C'est comme une chambre à soi, je crois, mais version 21e siècle. Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut plus rien. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Bienvenue à vous, mes très chers amis, pour ce dernier épisode de la saison. Et pour ce dernier épisode, on a une surprise pour vous. Nous allons inaugurer un format spécial. Un format spécial de débat entre nous, en famille, avec 2 de nos chroniqueuses choisies dans notre team de choc. Alors, j'ai la joie d'avoir à mes côtés pour inaugurer ce nouveau format Valou, dit Valentin Étancelin, ou plutôt Valentin Étancelin, dit Valou. Salut Valou. Salut Judith. Alors Valentin, c'est notre spécialiste people, mode, vous le connaissez, c'est celui dont l'œil aiguisé sait déceler la profondeur dans la légèreté. Et j'ai aussi à côté de moi Lorraine Boudard. Salut Lorraine. Salut Judith. C'est notre spécialiste vie moderne, elle s'est passée d'une idée à l'autre plus vite que la vitesse de la lumière. Alors le principe de ce rendez-vous aujourd'hui, c'est que nous sommes tous arrivés avec un sujet dont nous avons envie de parler et de débattre ensemble. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est qu'on va essayer de s'appliquer à nous-mêmes notre nouvelle règle du jeu, celle qui dit que le patriarcat est un escape game et nous allons parler librement. Alors c'est moi qui commence et je voudrais vous parler d'un sujet dont j'ai envie de débattre aujourd'hui avec vous, Valou et Lorraine. Alors c'est un sujet qui peut paraître anecdotique, mais qui pour moi dit beaucoup. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je pense qu'il est immoral de partager des screenshots de conversations privées. Je m'explique. Je pense que vous l'avez tous déjà vécu. C'est ta meilleure pote qui s'engueule avec son mec ou ton mec qui s'engueule avec un collègue, enfin bref, une personne qui t'est proche, qui est dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, et qui t'envoie la conversation par screenshot pour te demander ton avis. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait de manière assez anodine aussi plusieurs fois, hein, j'avoue, je me place pas au-dessus de la mêlée. Mais un jour, j'ai pris conscience de combien ça pouvait être complexe, ou difficile à gérer comme situation, quand je me suis retrouvée dans l'autre sens, où je me suis disputée avec un vieil ami par message, et le lendemain, je me suis rendue à un anniversaire, et la soirée aidant, avec l'alcool, etc., 5 personnes sont venues me voir en me parlant de l'échange qu'on avait eu par message, et en me disant, on est tous dans une boucle, où on reçoit les screenshots de votre conversation. Et là, j'ai dit « waouh !» Et je me suis sentie, moi, personnellement, un peu trahie, parce que j'avais le sentiment qu'il y avait notre dispute, mais le fait de mettre des amis en commun dans le lot et de les faire prendre parti, en envoyant notre conversation, je trouvais que c'était encore une nouvelle forme, peut-être, pas d'incivilité, c'est trop fort, mais en tout cas, je trouvais que c'était pas respecté un principe de confidentialité des échanges. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, Lorraine, toi? Est-ce que tu as déjà envoyé des screenshots ou est-ce que tu en as déjà reçu? Ouais, et je continue de le faire. Moi, j'ai le screenshot. Ouais, je sais. On avait dit qu'on se jugeait pas, non? Pardon. Non, j'ai le screenshot assez facile, mais dans des configurations que je trouve moralement OK. Et en fait, les configurations dans lesquelles j'ai déjà fait des screenshots, c'était surtout des configurations dans le cadre du dating, soit parce que le dernier screenshot que j'ai fait, c'est parce qu'il y a un mec que je trouvais mignon qui m'a rajouté sur LinkedIn et j'ai pris le screenshot et j'ai envoyé un petit smiley
Ah oui, mais c'était sourire juste de la coin. notif. C'est juste la notif. Oui, Mais bon, il n'y quand a pas même. de trahison d'un truc. Ouais. Et alors après, avant ça, j'avais été dans une situation aussi où j'étais en train de me séparer avec quelqu'un et j'étais dans une sorte de marasme au sein de laquelle je n'arrivais pas à me dépatouiller. En fait, je demandais conseil à mes amis et du coup, j'ai fait des screenshots de la conversation où là, on est dans un cadre un peu moins moralement correct. Je comprends. Oui, moi, il y a un truc, quand on m'envoie les screenshots d'un couple qui se dispute, mais j'ai parfois l'impression d'être un peu voyeur et de voir des mots qui me sont pas destinés. Quand tu vois le mec d'une copine qui est là, mon amour, je suis désolée, nanani, je me dis, mais en fait, c'était pas prévu que je vois ça, en fait. Et je me dis, c'est un peu. C'est pas très cool pour la deuxième personne. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Valentin ? Ouais, il y a un peu un côté télé-réalité à ça. Tu regardes de l'extérieur quelque chose que t'es pas censé regarder. Il y a un peu un côté voyeuriste. Moi, sur ce sujet, c'est vrai que ça m'est jamais vraiment arrivé de partager des conversations, que ce soit entre amis, que ce soit avec des proches, pour prendre un peu la température. À part dernièrement, où j'étais dans un cas de figure où le garçon que je fréquente m'avait envoyé un texto et je savais pas trop quoi répondre. Et du coup, là, j'ai demandé un peu des conseils, quoi lui répondre, comment être pédagogue, comment bien employer les mots. Enfin, Je comprends. En fait, je pense qu'il y a des situations où ça peut dépendre aussi du ton que tu emploies dans les messages autour. Si c'est pour demander des conseils, peut-être, ou pour aider à décrypter, peut-être que c'est un peu moins trash. Après, je sais que c'est aussi devenu un peu un art. Par exemple, il y a plein de comptes Instagram qui référencent des screenshots de messages sur les applications de dating. Il y en a plusieurs. Il y en a qui cherchent aussi à documenter des phénomènes de violence systémique. Je pense à Personnes racisées versus Grindr, les comptes qui répertorient toutes les horreurs de Tinder. Je suis assez ambivalente sur ces comptes parce que d'un côté, tu répertories un phénomène, tu prouves que c'est un phénomène massif parce que tu accumules des preuves, mais de l'autre, c'est aussi une conversation privée et la personne prise hors de son contexte, est-ce que c'était vraiment aussi trash ? Je sais pas quoi en penser. Moi, je trouve que justement, il y a un effet potentiellement cathartique d'être confronté à cette liste énorme de screenshots. Et moi, je pense à un compte qui s'appelle Beam Me Up Softboy. Ouais, qui est un des plus connus, qui montre la masculinité toxique fragile, un peu. Comment le décrire ? En fait, Softboy, c'est un concept américain qui décrit des mecs qui ont des références culturelles très pointues et qui vont s'en servir pour te rabaisser tout le temps, quoi. C'est un peu les Timothée Chalamet qui vont te dire je sais pas, je peux pas te souhaiter ton anniversaire parce que je lis Dostoïevski, enfin des trucs horribles comme ça. Je pense que moi, j'y avais déjà été confrontée sans vraiment le comprendre. C'est le principe du neg, un peu. Un peu neg, mais version... Le neg, c'est un compliment qui dévalorise. C'est comme de... Pardon, j'explique juste. Oui, vas-y. C'est comme de dire... c'est une technique de manipulation qui a été développée par les masculinistes. C'est comme de dire « Ah, t'es jolie pour une fille avec les cheveux gras. » Enfin, on l'a déjà expliqué. D'ailleurs, si vous nous écoutez religieusement, vous devriez savoir ce que c'est. C'est un peu dans cette même veine, mais avec la coloration indé et torturée, intellectuelle torturée. Ok, poète maudit, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, moi, je pense que c'était des profils vers lesquels j'étais potentiellement attirée, et d'être confrontée à ce compte-là, ça m'a fait prendre conscience du phénomène et des mécanismes massifs qui étaient en jeu derrière, et du coup ça a vraiment eu un effet cathartique pour moi. Et ça a été pareil avec Humanitarians of Tinder. Enfin, je trouve que ça a vraiment un rôle de documentation qui est essentiel en réalité et qui ne nuit pas nécessairement aux gens qui sont exposés. Enfin, notamment Beam Me Up Softboy, c'est très difficile d'identifier des gens qui sont répertoriés dessus. Mais dans le même genre, moi, il y a un compte où je sais pas si c'est du lard ou du cochon, c'est Ex-Relou, donc vous devez hyper connu, où c'est des screenshots de conversations de personnes en rupture. Et il est hyper célèbre, ce compte, et il cartonne. Et moi, il y a un truc où je suis pas tout à fait à l'aise, où j'ai l'impression que c'est des gens soit qui sont dans une immense souffrance, parce que les ruptures, c'est quand même un des trucs les plus douloureux, soit des comportements hyper toxiques. Et on sait pas en plus si c'est de la fiction ou si c'est des vrais screenshots. J'ai l'impression que le pack de lecture, entre guillemets, est pas précisé. Et moi, c'est un compte qui me met hyper mal à l'aise. Dans le dating, je trouve que ça peut porter un peu à confusion, et parfois il y en a certains qui se moquent juste de trucs un peu idiots ou pas forcément graves. Est-ce que toi c'est un truc que tu as remarqué, Valentin ? Ouais, complètement. C'est vrai que moi pendant longtemps j'ai utilisé Grindr, du coup qui est l'application de rencontre quand on est gay. Et évidemment sur Grindr il se passe des choses atroces. Il y a des propos transphobes, il y a des propos racistes, grossophobes. Franchement, la liste en hob est vraiment très longue. Maintenant, il se passe aussi que sur Grindr, c'est aussi, je pense, une application de rencontre pour beaucoup d'hommes qui, dans la sphère publique, ne sont pas gays, qui n'ont pas les codes de la société gay, qui n'ont pas les codes du dating gay, qui est quand même très
très viril, très actif et quand même assez dominant. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur mes réseaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram ou même voire sur Facebook, il y a comme une pratique assez partagée de partager tout simplement des screens de discussion sur Grindr. Donc quand effectivement c'est pour pointer du doigt des choses problématiques, je trouve qu'il y a matière et c'est juste. Quand c'est juste pour se moquer de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est la différence entre très bien monté et juste bien monté, je trouve qu'il y a vraiment juste de la moquerie là-dedans. Ouais, c'est juste méchant, et en fait, quoi. Je me mets à la place de ces mecs-là qui sont en train de découvrir un peu leur sexualité, qui sont un peu en train de s'affirmer, et je m'imagine tomber sur ces captures d'écran-là, je me sentirais mais complètement humilié, je me sentirais vraiment isolé en fait, déjà dans cette condition-là en fait. Je comprends. Mais moi, je me pose une question, je me demande si justement le screenshot, ça fait pas partie du nouveau contrat d'utilisation des réseaux en ligne et qu'en fait, on n'a pas tous inconsciemment le sentiment et la connaissance que tout ce qu'on fait pourra être potentiellement capturé, stocké et réutilisé. Et du coup, je me demande si c'est pas pour ça qu'on a commencé à développer les vocaux. Parce qu'en fait, l'oral peut pas être capturé. Du coup, je me suis fait cette réflexion il y a pas longtemps. Je me suis demandé si c'était pas pour ça en fait qu'on avait commencé à parler sur WhatsApp plutôt qu'à s'écrire. Mais c'est vrai qu'il y a un effet. Enfin, je trouve en fait, on se rend pas compte de cette pression du screenshot et qu'il y a un effet un peu. Moi, je parlais avec enfin, il y a plusieurs années, j'avais eu une liaison, enfin pas une liaison, j'avais pécho un collègue dans mon premier travail qui était au Figaro et on s'était énormément écrit de messages, ça se passait beaucoup par mail et tout, il y avait un truc hyper mignon de s'envoyer plein de messages tout le temps et j'en ai reparlé avec lui récemment, c'est lui qui m'avait dragué par mail, il m'avait dit jamais aujourd'hui je draguerai une meuf avec la même liberté que je l'ai fait aujourd'hui, enfin que je l'avais fait avec toi. Et je m'attendais à ce qu'il me dise oh non, il va me dire MeToo, nanani. Et il m'a dit non, j'ai trop peur du screenshot. J'ai trop peur du screenshot. Et du côté, si tu connais pas bien la nana, de dire est-ce que ça va tourner partout dans la boîte, t'en sais rien. Enfin, il y a un côté, tu prends un risque plus grand, quoi. Et je me suis dit putain, c'est triste quand même, quoi. Ça nous empêche peut-être de tenter des choses, quoi. C'est vrai, en y réfléchissant, je me demande, est-ce qu'à l'époque des MSN, on faisait des screenshots? Est-ce qu'à l'époque de MySpace, on faisait des screenshots? En fait, on avait quand même cette possibilité-là sur les ordi. Ouais. Et alors, c'est plus difficile peut-être, parce que maintenant, il y a une friction qui est égale à 0 de faire un screenshot et de l'envoyer. C'est quand même hyper facile. Mais après, c'est vrai que du coup, il y a plein de mécanismes d'applis, notamment, qui ont essayé de faire des barrières pour empêcher... Oui, sur Badoo, c'est maintenant tu peux plus faire de screenshots. C'est interdit sur Android et sur Apple, t'es notifié que la personne a fait un screenshot. Ouais. Parce qu'ils voulaient que les utilisateurs, justement, se sentent plus libres. Ils ont peur du revenge porn. Parce que sur Badoo, il y a des conversations un peu olé olé, visiblement. Et donc, mais après, je me suis demandé si ça pouvait être une bonne piste. Qu'en fait, à chaque fois que si quelqu'un prenait un screen d'une conversation, on recevait une notif. Moi, je trouve ça horrible. Ah ouais. Bah du coup, on le ferait beaucoup moins. Ouais. Mais je trouve que c'est une forme de... Ouais, c'est une menace. Sur Snapchat, c'est comme ça. Ouais, sur Snapchat, c'est comme ça. C'était comme ça depuis le début, ouais. Ouais, c'est pour justement garantir la liberté un peu. Ouais, mais c'est vrai, mais ça me fait penser à, en gros, une rumeur qui courait en 2017 où il y a pas mal de papiers américains qui ont commencé à relayer le fait qu'Apple sortirait une nouvelle feature, une nouvelle fonctionnalité qui alerterait tout le monde, enfin, qui alerterait la personne quand elle serait l'objet d'un screenshot. Et en fait, ça avait créé une sorte de panique, un vent de panique total chez les utilisateurs. Il y a des gens qui ont commencé à poster des articles en disant mais je vais acheter un deuxième téléphone pour prendre des photos sans que... Enfin, du coup, moi, je trouve qu'il y a un truc vertigineux parce que ça montre à quel point tout le monde le fait, mais personne forcément ne le dit. Et je trouve que ce qui est vertigineux, c'est qu'on n'arrive pas à quantifier le phénomène. On ne sait pas combien de screenshots existent. Enfin, combien on en a. Enfin, moi, je ne sais même pas combien j'en ai dans mon téléphone. Et du coup, je trouve ça fou parce qu'on ne sait pas qui stocke quoi. Et il y a une forme de... Enfin, je sais pas, tout le monde se regarde en chien de faïence. C'est à qui dégaine le premier, quoi. Bah, c'est ça. En fait, ça pose la question de à qui tu parles. Même surtout sur les applications de dating. Et tu as quand même parfois une espèce de surenchère au bon mot. Et tu sais pas si tu parles à une personne ou à une bande de potes, en fait, qui sont en train d'essayer de trouver la meilleure répartie. Je trouve que ça montre qu'on sait plus trop à qui on parle. En tout cas, sur les applis de dating. Après, par message, je sais pas. Mais est-ce que, du coup, là, les conversations sont les mêmes quand, par exemple, on va prendre genre, ce compte aussi sur Insta, les relous de Vinted? Est-ce que se faire call-out comme ça, c'est la même chose que de se faire call-out, en gros, genre l'ex-relou? C'est moins honteux, je pense, les relous de Vinted, parce que c'est quand même moins intime.
Mais vous, ça vous amuse ou pas du coup? Non, ça m'amuse pas trop, non. Ah, je crois que moi, ça m'amuse. C'est vrai, ça m'amuse, ouais. Après, en plus, je me suis posé la question, si on avait un truc, enfin, s'il y avait la notif obligatoire de la personne reçoit une notif quand tu screenshots sa conversation, il y a des moments où c'est quand même une bonne chose de pouvoir screenshotter, par exemple, quand tu es victime de harcèlement ou quand tu es dans une rupture toxique, il faut pouvoir parfois screenshotter sans être vu. Donc, je sais pas quelle est la solution, en fait. Mais est-ce qu'il faudrait un quota de screenshots, comme le quota de likes? Je sais pas, je suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Oui, t'as raison. Non, mais ce qui est encore plus pernicieux, c'est que sur Tinder, quand tu screenshots, ils te disent vous voulez pas partager ce profil avec vos amis? Oui, c'est horrible. Donc, c'est en mode pire, fous-toi de sa gueule jusqu'au. Enfin, en gros, eux, je pense qu'ils veulent faire de la pub, mais le truc que ça veut dire, c'est genre fous-toi de sa gueule jusqu'au bout, quoi. Ah non, je pense que c'est juste un truc de marketing pour amener du trafic sur leur appli, parce que c'est possible. Mais peut-être que c'est plus malin que ça, je sais pas. Ouais, c'est ça. Moi, je me dis que en gros, je pense que c'est immoral de partager un screenshot quand t'es dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale. Mais c'est OK quand t'es victime de harcèlement ou quand il y a un truc ou quand on te dit vraiment quelque chose de très violent ou quand ça va trop loin. Enfin, moi, je pense que c'est l'éthique que je vais essayer de m'appliquer. Mais est-ce que du coup, le problème que ça te pose, c'est que ce soit stocké? Parce que est-ce que du coup, si tu montrais mais c'est pas la pareil. conversation, parce que moi, j'aime pas quand je reçois des screenshots, par exemple, et qu'on me dit ni bonjour ni merde, et qu'on m'envoie des screens d'une conversation en mode qu'est-ce que t'en penses? Mais en fait, je préférerais qu'on me raconte. J'ai l'impression déjà d'être incluse dans la conversation. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est pas les faits, c'est les émotions de mon ami aussi. Comment il l'interprète, comment il le vit, comment il le reçoit, pourquoi il ou elle le ressent comme ça. C'est pas de lire les trucs comme un médecin légiste, quoi. Enfin, je sais pas si médecin légiste c'est la bonne comparaison, mais comme un comptable. Enfin, vous avez compris, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un truc très chirurgical. Et en plus, ça. quand on demande des conseils, c'est t'en penses quoi? Et on attend une réponse détaillée. Et en fait, ce qu'ils attendent, c'est en plus, genre, t'as raison, il ou elle dit n'importe quoi. Enfin, souvent, c'est ça. Enfin, pas hélas, moi aussi, je l'ai fait. Mais je préfère. Enfin, moi, je trouve que c'est important le filtre d'une personne entre, et puis même si la personne elle me montre, au moins ça veut dire qu'on se voit, qu'on est à côté. Enfin, c'est pas juste tu reçois le truc et t'as rien demandé. Enfin, moi je trouve. Mais est-ce que du coup, vous, quand vous écrivez un message, vous partez du principe qu'il pourrait être capturé et vous faites plus gaffe? Non, j'y pense jamais, moi. Non, mais je devrais y penser, peut-être, parce qu'on devrait y penser. Bah oui. Ouais. Moi non plus, je me suis fait la réflexion que j'y pensais pas, alors que moi-même je le faisais. Du coup, ça n'avait vraiment aucun sens. Je pense que c'est un phénomène dont il faut appréhender les limites, quoi, sur les screens. Est-ce que vous pensez que vous le ferez moins? Bah, moi, je pense que je garderai la même éthique, à savoir, je pense que, si c'est fait dans un contexte qui moralement me convient, je continuerai de le faire. Et je trouve aussi d'ailleurs que récemment, en tout cas, j'ai reçu de plus en plus de screenshots provenant du milieu professionnel. Et j'ai l'impression que ça s'est développé avec le télétravail, puisqu'il y a de plus en plus de conversations qui sont à l'écrit et non plus à l'oral. Et du coup, ça m'arrive plus régulièrement de recevoir des screenshots d'amis qui m'envoient des conversations de leur boss. Ah oui, bah ça, moi c'est OK. Mais ça. hyper passive-agressive. Ouais, mais ça c'est horrible, quoi. Pour moi, tu trahis pas une confiance. Enfin, le milieu professionnel, c'est pas des. Enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît pas grave du tout. Bah oui, mais moi je les ai moi-même répertorié toutes ces petites captures d'écran sur mon ordinateur. Ah ouais. Ah, t'as un dossier, toi? J'ai un petit dossier passif-agressif de la part des boss que je garde précieusement. Ok, bon bah merci les amis. J'espère qu'on vous aura fait réfléchir sur la morale du screenshot. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc dans ce nouveau format débat en famille, on arrive tous avec un sujet à disséquer ensemble. Lorraine, quel est ton sujet? Ouais, alors moi, toujours dans le domaine numérique, monde moderne et vie intime. En fait, je suis tombée sur un article la semaine dernière de The Atlantic qui portait pour titre The Personal Brand is Dead. Donc, article tout à fait accrocheur. Qu'est-ce que ça veut tu peux traduire? Oui. Alors, donc, le personal branding, donc la marque, enfin, la mise en scène de soi est morte. Et le sous-titre, c'était en gros, la génération Z ne veut plus mettre en scène sa propre vie. Chose que je trouvais hyper contre-intuitive à l'heure où j'avais vu plein d'articles sur TikTok et les jeunes hyper narcissiques, enfin l'espèce de marronnier journalistique qu'on nous sert depuis un petit moment. Et donc j'ai creusé un petit peu le sujet et je trouvais qu'il y avait plein de trucs qui étaient hyper intéressants. Enfin, il y avait tout un faisceau d'indices que je me suis mise à tirer et que je trouvais intéressant, notamment parce que du coup il y a
un succès et une montée en puissance de tout un tas d'applications qui reposent sur le pseudonymat, donc c'est le fait d'utiliser des pseudonymes, donc jeune fille du 92 par exemple au lieu de Lorraine. Et donc c'est Discord par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Discord, c'est une application et c'est un réseau de forums où on peut avoir des discussions en ligne sous pseudonymat. Reddit aussi. Après, il y a la montée en puissance de Tumblr qui était un peu mort et qui ça revient Tumblr, qui revient chez les jeunes, du coup, chez les plus jeunes. C'était vraiment le truc des années 2010. Exactement. Justement aussi parce qu'il y a cette forme d'anonymat qui est garantie sur Tumblr. Et aussi une appli que je connaissais pas qui s'appelle Chill Pill et qui est une appli de santé mentale qui est réservée aux plus jeunes et qui fonctionne sur le pseudonymat aussi. Donc, je trouvais que tout ça était intéressant. Et après, je me suis demandé si il s'agissait d'une vraie lame de fond, d'un vrai phénomène de société. Parce que moi, je me disais, mais c'est génial. En fait, moi, j'ai jamais eu de réseau social, par exemple. Et je me suis dit, mais enfin, on me donne raison, c'est formidable. Ouais. Et toi, t'as jamais eu sur Insta, t'es même anonyme? Je viens de créer un compte Insta depuis 4 jours. Mais sinon, j'en ai jamais eu. Et j'ai jamais eu Facebook. Et j'ai jamais eu de Skyblog et tout. Et en réalité, je me suis dit, mais est-ce que c'est une tournure journalistique pour faire cliquer? Ou est-ce que ça existe vraiment? Donc, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que c'est juste un beau titre ou est-ce que vous pensez que ça y est, le personal branding est mort? J'aimerais bien que ce soit vrai parce que moi je trouve que c'est un fardeau de devoir, en tout cas moi, je suis pas la génération Z, mais en tout cas moi, ma génération de journal, en tout cas dans notre métier de journaliste, d'auteur, j'ai l'impression qu'on peut absolument pas faire ce taf ou essayer d'en vivre sans passer par la case marketing de soi, promotion sur les réseaux sociaux, faire la pub de ses programmes, exister, etc. Et c'est... Il y a un côté qui est sympa parce que tu peux partager un peu ce que tu veux sur Insta, être en lien avec les gens, mais il y a un côté qui est un peu... déjà, c'est énormément de taf à faire en plus de ton propre travail. Et ça a un coût social que je trouve assez... que j'avais pas prévu. Moi, en gros, il y a un moment où je me suis dit, quand j'écrivais mon 2e livre, je me suis dit, j'ai envie de pouvoir vendre des bouquins, et c'est vachement dur de vendre des bouquins aujourd'hui. La moyenne de vente d'un roman, aujourd'hui, c'est 600. D'un document, c'est les bouquins de journalistes, c'est 900. Donc, quand tu travailles 1 an, 2 ans sur un projet, t'as pas forcément envie qu'ils s'en vendent 600 ou 900, quoi. Donc, je me dis, comment tu vas chercher les lecteurs et les lectrices, tu vas t'as fait sur Insta. Donc, moi, il y a un moment, j'ai fait un choix conscient de poster tous les jours sur Instagram pendant 3 mois pour faire le taf d'aller chercher les gens, quoi, avant que mon 2e livre sorte. Et à ce moment-là, quand j'ai fait ça, j'ai saoulé plein de mes potes. Parce que du coup, tu te mets un peu en avant sur les réseaux, ouais. T'es un peu obligé de faire le game de je me la raconte, je fais les petites vidéos chez moi, nanani, vous en pensez quoi? Le jeu un peu de tu reprends les codes de l'influence. Et pour mes proches, pour beaucoup de mes proches, il y avait quelque chose qui était mais insupportable, que je me mette en scène comme ça ou que je me mette en avant. Et je me disais, mais putain, en fait, je me suis dit, est-ce que la solution, c'est d'avoir un compte Insta privé? Donc, j'ai fait un petit Judas Private. Mais le problème, c'est qu'en fait, je passais 2 fois plus de temps sur Instagram pour le boulot et pour les soirées. Et en fait, au bout d'un moment, ce que j'ai fait, et ce que je fais toujours, c'est que j'ai caché de mes stories plein de mes proches, en fait, tous mes mecs de manière systématique. Mes mecs, quand j'ai un mec, j'ai pas tous mes 12 000 mecs. et mes amis proches, surtout les potes de promo ou les gens comme ça, ceux que tu connais depuis longtemps. Parce qu'il y a un truc qui est trop brutal. Donc, c'est une longue digression, mais c'est un sujet que je connais, qui m'a touchée personnellement. Et j'aimerais bien ou peut-être que si on n'est plus obligé de le faire, que ce soit aussi démocratisé, de se dire entre amis proches, on n'est pas obligé de se suivre. Parce que moi, j'avoue, j'ai des potes aussi qui font du personal branding sur Insta, ça m'exaspère. Mais c'est trop bizarre, hein. C'est trop bizarre. Mais ça exaspère tout le monde. En fait, tes proches, quand tu les vois faire ça, il y a un truc qui est exaspérant. Et donc, j'en ai déjà parlé avec une amie, je lui dis, je t'aime, mais je vais te muter sur Instagram. Et on s'est dit, OK. Puis elle m'a dit, moi aussi. Et on s'est dit, OK. Et qu'en fait, ce soit accepté que c'est pas vraiment nous, ou que c'est comme, t'as le droit de... Par exemple, si j'avais une pote fleuriste et que j'aimais pas ses nouvelles vitrines, ça remettrait pas en question mon amour pour elle. Et ce serait bien que ce soit plus, peut-être, au moins un tabou, qu'on en parle, en tout cas, dans les amitiés. Ouais, mais la question en sous-jacent, ce qui se pose, c'est est-ce qu'on peut réussir sans se la péter, quoi? J'ai l'impression que dans mon taf, j'ai l'impression que c'est pas possible. Mais après, peut-être il y a des contre-exemples. Ouais, je pense dans le mien non plus, puisque je suis journaliste également. Ouais. Mais en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'anonymat, c'est cool, en fait. Ouais. Je vois, par exemple, mon petit frère qui est d'une autre génération, on a 10 ans d'écart, il est beaucoup plus jeune que moi. Lui, sur son compte Instagram, il n'y a aucune photo de lui, si ce n'est peut-être sa photo de profil. Il y a juste son prénom, et t'es sûr que tu veux, parce que t'as ID, que tu vois pas tout?
Oh, alors là, tu me fais poser des questions. Ah, bah bien sûr, moi aussi, ma nièce, il voit rien, mais c'est juste qu'elle m'a hidé de partout. Mais attends, mais tu peux voir quoi quand t'es hidé du coup? Il poste peut-être des milliards de stories. Les stories, je les vois, mais c'est jamais des stories de lui, en fait. Ouais. Comme en gros, les publications sur son compte Instagram, il n'y a rien, et pourtant, le mec, il a genre plusieurs milliers de followers. Ah oui, mais parce que les ados, c'est que les stories. Hein. Ils postent plus jamais de posts. Enfin, Okay. j'ai l'impression. Ouais, bon, effectivement. Mais du coup, le mec est plus anonyme que moi sur les réseaux, et le mec a quand même plusieurs milliers d'abonnés, nettement plus que moi. Ah ouais. Moi qui me mets notamment bien en avant aussi. Ouais, Je vais mettre en avant mes papiers, je vais mettre en avant ce que je pense, les choses que je trouve jolies dans ma vie. Et le mec cartonne. Et en fait, ça me rappelle un peu tous ces comptes Instagram anonymes, en tout cas anonymes au début, comme Yougnat, qui est suivi par je ne sais combien d'abonnés sur Instagram. Tu peux décrire ce qu'il fait ? Yougnat, c'est un compte Instagram qui suit un peu l'actualité, qui suit un peu les mèmes et les détournements, en gros... qui tourne beaucoup sur Internet, et il est légende. Qui est hyper drôle, qui prend des photos et qui les détourne avec l'actu. Enfin bref, moi, il ne fait pas rire, mais... Ah ouais. Ah, il y en a certains, c'est trop drôle. Celui avec le youtubeur harceleur, là, c'est lui qui a fait... Vous savez, il y a une enquête de Mediapart qui vient de sortir sur un youtubeur qui a harcelé... Léo Grasset, oui. Et ouais, Léo Grasset. Et après, il y a un mème qui est arrivé avec une photo de Macron en disant « Quand tu cherches le nouveau poste de ministre pour Léo Grasset. » Franchement, c'était bien trouvé. Enfin, pardon, vas-y, excuse-moi. Ouais, je vois. Mais oui, enfin, ce mec-là, en tout cas, il fait rire pas mal de personnes. Et aujourd'hui, en fait, le mec est méga sponsorisé par Instagram. Il est invité à tous les événements Instagram, au dernier concert de Billie Eilish. Il a des partenariats avec les marques, avec Frishti. Il va sortir un PQ, en fait, là. Il cartonne, ce mec-là. Ah bon? Ouais. C'est une notif, il fait un PQ avec le truc, avec Frishti, ouais. Enfin, c'est pourquoi? Ah oui, c'est improbable, ouais. Camoulox. C'est clair. Mais est-ce qu'il est vraiment anonyme, Yougnat? C'est ça, il est plus anonyme. Aujourd'hui, il l'est plus vraiment. Son pseudo, c'est son identité. Ouais, sur son compte Instagram. En tout cas, il n'y a pas de photo de lui. Par contre, aujourd'hui, à Paris, tout le monde le croise en soirée, tout le monde sait qui il est. Et on va dire qu'il a fait son beurre en étant anonyme au début. Ouais. Et ça a l'air d'avoir bien plus ce côté-là anonyme jusqu'à un certain point, je pense. Mais c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez l'influenceur climat Bon Pote. Non. Qui, pareil, est devenu en quelques mois un des plus gros influenceurs et activistes suivis sur LinkedIn. Parce qu'en fait, il a été sur le terrain du personal branding extrême, à savoir LinkedIn, avec cette espèce de floraison de posts inspirants qui va rattraper toute opportunité pour se raccrocher à l'actualité et en découler une leçon de vie. Et en fait, lui, son mode opératoire, c'est d'aller troller les pollueurs sur LinkedIn. Donc, quand le PDG de Total, Patrick Pouyanné, va faire un super long post pour dire chez Total, on est super fiers, etc. Sur LinkedIn, en temps normal, les réactions, ce serait de dire félicitations, bravo, c'est génial. Et lui, en fait, il arrive et il leur rappelle ce que c'est que leur activité, etc. Et ça a été d'ailleurs théorisé par une activiste américaine du média Hot Take. Ça s'appelle le green trolling. Okay. C'est en gros arriver sur le terrain de jeu des pollueurs et leur déconstruire leur communication. Et donc, tout ça pour dire que Bon Pote, c'est un peu le même profil que Yougnat, parce que c'est quelqu'un qui était anonyme, en fait. Et il y a plein de gens qui se disaient « Ah, mais c'est un homme, c'est une femme, on ne sait pas qui c'est. » Et il est progressivement sorti de l'anonymat parce que maintenant, il a sorti un livre, etc. Mais... en fait, ça me fait dire que si aussi il a pu monter en puissance aussi rapidement et se permettre d'aller troller les plus puissants, c'est parce qu'il avait cette espèce de protection de l'anonymat de laquelle il a pu se départir après, une fois qu'il était devenu trop célèbre pour qu'on puisse l'attaquer. Donc, est-ce que c'est pas une forme de couverture indispensable aussi, l'anonymat, quand on veut aller... dans l'activisme. Dans l'activisme, ouais. Ouais, c'est vrai. Peut-être. Et après, en même temps, tu soulèves un point intéressant quand tu parles du bouquin qu'il a écrit. J'ai l'impression que les maisons d'édition adorent les auteurs anonymes ou adorent, en gros, ces comptes Instagram anonymes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as un compte Instagram anonyme, tu fais un carton, tu vas faire un bouquin ensuite. Je pense, je ne sais pas si vous connaissez ce compte de curateur de pop culture qui s'appelle 2 mois aux États-Unis, qui pareil est énormément suivi. Mais pareil, en fait, aujourd'hui, elle a sorti un bouquin et ça cartonne. Mais c'est ouf à quel point il y a une espèce de filon d'édition, d'essayer d'éditer. Enfin, je sais pas, t'as l'impression que t'as 10 000 followers, on te propose un bouquin. L'autre jour, je discutais avec Shani Silver, qui est une autrice américaine qu'on va recevoir d'ailleurs dans On peut plus rien dire, et qui est brillante, qui est une féministe, qui théorise plein de choses sur le célibat politique, enfin, que moi j'adore et que j'admire énormément. Et elle a sorti un livre qui est magnifique, qui s'appelle Don't
don't look for a match, light one. Genre, ne cherche pas un match, allume-en une, parce que match, c'est allumette. Enfin, ne cherche pas une allumette, allume-en une. Bon, enfin, traduit, ça va pas du tout. Mais vous avez compris l'idée. Et en fait, elle l'a auto-édité, parce qu'elle expliquait qu'aux États-Unis, si t'as pas 50 000 followers, plus aucune maison d'édition ne veut bien t'éditer. Et ça, c'est quand même tragique. Ouais, ça, parce que sinon, on va sortir plus que des bouquins d'influenceurs. Alors, il y en a qui sont très bons, hein. Oui. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, il y a d'autres gens, il faut qu'ils soient occupés à écrire, et pas forcément à faire des posts Insta, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est désespérant. Et moi, ça me fait penser à... vous devez connaître Elena Ferrante. Ferrante qui a écrit L'Amie prodigieuse et qui était anonyme, en fait, pendant très longtemps. Et que ça n'a pas empêché de vendre des palettes et des palettes de livres. Et pourtant, j'ai l'impression que cet anonymat était tellement insupportable à l'heure où, justement, on est tous exposés, qu'une enquête d'un conglomérat de médias l'a traîné dans la lumière pour révéler son identité. C'est insupportable. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que cette forme de coming out forcé de son identité qu'elle avait volontairement cachée et dans laquelle elle s'était volontairement réfugiée, et en fait, ça traduit cette espèce de crispation autour de l'anonymat qu'on peut avoir, parce que vu que nous, on est forcés d'être community manager de nous-mêmes, on peut pas supporter que les autres réussissent s'ils restent dans l'ombre. Peut-être, je sais pas ce que ça traduit en fait, cette espèce de chasse à l'identité qui a eu lieu sur les affaires. Moi, j'avais lu un bouquin d'entretien d'elle qui est magnifique, qui s'appelle Fantoumalia, je crois, ou Fatoumalia. Et donc, c'est un condensé de plein d'interviews qu'elle a données. Et elle est hyper forte en interview quand elle parle de l'écriture, son travail, son rapport à la littérature, etc. Enfin, c'est hyper beau. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, tu vois la répétition de tous les interviews. Et à chaque fois, elle dit des trucs trop intéressants sur les mots, ses inspirations, la vie, les femmes, les hommes, l'amour. Et les journalistes, ils font que lui dire toujours la même et vous question. êtes qui, et vous êtes qui, et vous êtes qui. Et quand tu lis le truc, t'es là, mais putain, mais vous êtes débile ou quoi? On en a rien à foutre. Enfin, à travers ses livres, on a accès à son âme. On sait très bien qui c'est, Elena Ferrante. Moi, je la connais très bien. Enfin, j'ai l'impression de la connaître hyper bien. J'en ai rien à foutre de connaître son vrai nom. Moi, je pense que c'est de la misogynie. Il voulait voir qu'en fait, je sais pas. C'était un homme qui se cachait derrière. Ça se trouve. Ou qu'en fait, ou dire que c'était une menteuse. Enfin, je pense que c'était insupportable pour eux, son succès. Enfin, pour eux, pour ces personnes. Non, mais en fait, je trouve que aussi aujourd'hui, il y a tout un tas d'exemples au-delà de Elena Ferrante qui se révèlent, et notamment autour de la communauté crypto, NFT, du Web3, etc. C'est tout un nouvel imaginaire qui est en train de se construire. C'est quoi le Web3? Le Web3, en gros, c'est l'idée qu'il y a eu 3 versions du Web. Le Web 1, c'était en gros les blogs, le truc très descendant, on écrit, les gens lisent. Le Web 2, c'est le Web dans lequel on vit depuis les années 2010, les réseaux sociaux, tout le monde est interconnecté, on produit nous-mêmes notre contenu et on réagit. Enfin, c'est un truc qui est plus circulaire. Et le Web 3, c'est une forme de retour au Web 1. Mais ça va être le retour des blogs? Alors, ça me manque, ça me manque de ouf. Décentralisé. J'en ai marre de lire des légendes Insta. C'est un peu... c'est la fin des... En gros, c'est la fin des monopoles. Des réseaux sociaux, du moins tel que c'est théorisé. Et c'est le retour à une forme de décentralisation et de dire on serait tous propriétaires d'Internet. Donc ça, c'est un truc un peu anard, libertaire et tout, tel que c'est vendu. Mais bon, aujourd'hui, les vraies applications du Web3, c'est les NFT et les cryptos, donc qui sont aussi des instruments financiers de spéculation, etc. Mais derrière, je trouve que l'idéologie qui est intéressante, c'est le retour à l'anonymat. Et du coup, je me demande si... ce nouvel imaginaire-là qui est porté par la crypto va pas nous amener ailleurs, vers un monde où peut-être on aura des identités multiples, on aura peut-être plusieurs pseudos, plusieurs identités, je sais pas. Intéressant. Fou. Valentin? Ça m'a un peu perdu toute cette histoire de crypto. Moi, pour revenir sur la question de peut-on réussir sans se la raconter, j'ai quand même aussi un avis un peu mitigé, parce qu'un phénomène qui se répète souvent, c'est que de la faute de Valentin, c'est qu'à chaque fois que je fais des stories avec Valentin, je perds genre une 50aine de followers. Tes abonnés même pas. Non, mais si. Et en fait, après, j'ai cherché à comprendre, et il n'y a pas que quand je fais des stories avec Valentin, et dès que je poste des trucs perso, un peu, il y a comme ma soirée d'anniversaire, j'ai perdu genre 200 followers. Mais non. Dès que j'ai l'air heureuse dans mes stories, je perds entre 50 et 200 followers. Et donc j'ai réfléchi qu'en fait je pense aussi que le modèle économique d'Instagram, il fonctionne sur la Schadenfreude, qui est un mot allemand qui désigne le plaisir de voir quelqu'un qui galère un peu. Et comme moi dans mes bouquins, je partage des trucs un peu de loose sur les relations sentimentales, etc. Les gens ils se sont abonnés à moi peut-être parce que ça les rassure en se disant on est dans la loose ensemble, enfin on en parle, on discute et tout. Et quand j'ai l'air d'aller bien, il y a un truc qui est là, ah non, meuf, tu nous as pas vendu ça, quoi.
Et c'est assez flippant, je dois vous dire. Et donc, on s'est dit, la prochaine fois que je ferai une story avec Valentin, on leur dira pourquoi vous allez quitter le navire. Warning, Valentin va apparaître. Attention. Il faut les contacter un à un. Quel est le problème avec Valentin? En même temps, il y a quelque chose qui se pose de manière naturelle. Enfin, toi, t'es en pleine journée de travail. Est-ce que t'as envie de voir vraiment des photos de quelqu'un qui s'éclate en vacances? Non, enfin, oui, c'est vrai. Hein. Bien sûr, il y a un côté un peu... ça vient piquer, quoi. Ouais, ça vient piquer. Clair. T'es un peu jaloux, t'es un peu envieux. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais il y a quand même un truc où tu te dis, bon, ok... je sais pas, ça fait réfléchir, quoi. Mais oui, c'est sûr. Mais toi, par exemple, Judith, tu passes combien de temps à faire la community manager de toi-même? Maintenant, beaucoup moins. Mais il y a un moment, j'y passais quand même... quand je m'étais mis cet objectif de grimper sur Insta, que je postais tous les jours, franchement, j'y passais plusieurs heures, quoi. Parce que j'écrivais comme un petit article tous les jours. Ouais. Mais c'était c'était un objet, enfin ça faisait partie de ma stratégie. Et j'ai bien fait de le faire, hein, sincèrement. Ça paye quand même. Quand j'étais à ma dédicace de mon deuxième bouquin, Dating Fatigue, d'ailleurs, pourquoi je me priverais de faire un peu de promo. Il y a plein de gens qui sont venus en me disant je viens parce que je te suis sur Insta, j'aime bien ce que tu écris et tout. C'est aussi une chance quand même de pouvoir partager directement tous les jours ce que tu fais, de donner un peu à voir ton univers, quoi, comme on dit dans les trucs de télécrochet. C'est une jolie manière de dire que c'est ton outil de com. Ouais, oui, voilà. Je suis contrainte de vous interrompre. On se retrouve tout de suite après cette mini-pause. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire, spécial grand débat des chroniques heureuses. Je suis avec Valentin Étancelin et Lorraine Boudard. Valentin, quel est ton débat ? Un débat très sérieux et qui va parler de cheveux. Bon, en gros, moi j'approche de la trentaine et comme beaucoup de mes potes, on a des discussions sur notre pilosité. Et chez mes potes, Dieu m'en garde, moi je ne perds pas mes cheveux, mais mes potes, oui. Et beaucoup de mes potes, en gros, ont déjà eu recours à des médicaments, à des crèmes. Et même certains d'entre eux m'ont parlé la dernière fois de vouloir carrément se barrer en Turquie pour se faire une greffe de cheveux. Bon, jusqu'à présent, je ne connaissais pas encore ce qu'était la greffe de cheveux, ni même la greffe de cheveux en Turquie. Est-ce que c'est vous en connaissez dans votre entourage ? Moi, j'ai un pote, il y a une année, il avait fait un total... il y a une grosse crise, donc une année, il avait fait salle de sport, greffe de cheveux, c'est vrai qu'après, il avait l'air d'avoir perdu 10 ans, quoi. Enfin, c'est horrible, c'est hyper... Attends, il a perdu 10 ans en faisant sa greffe de cheveux ? Bah, le fait d'avoir... Enfin, il s'était genre repris en main, il avait dit tout d'un coup, je vais faire du sport, je vais faire une greffe de cheveux. Et c'est vrai qu'on lui donnait 10 ans de moins. Enfin, je suis désolée, c'est hyper superficiel de dire ça. Mais c'est vrai que tout le monde lui disait, t'as perdu 10 ans et tout. Et il en pouvait plus presque. Il était là, j'en veux plus que tout le monde me dise ça. Est-ce qu'avant, j'étais genre une personne horrible ou quoi ? Enfin, tu sais, genre l'effet pervers un peu des compliments. Ouais, je vois. Parce que du coup, c'est vrai que moi, j'y connaissais absolument rien. Je me suis un peu renseigné. Clairement, je me suis renseigné, c'était quoi cette greffe de cheveux que tout le monde fait ou tout le monde veut faire en Turquie. Clairement, en gros, mes potes ne sont pas les seuls à se poser la question parce que j'ai lu qu'en 2019, il y avait en moyenne 60 000 hommes qui se rendaient chaque année à Istanbul pour une greffe de cheveux. Tu le ferais, toi, si tu perdais, quand tu perdras tes cheveux, parce que tôt ou tard, ça viendra. Ouais. Mais moi, je veux quand même dire, attends, excuse-moi, un truc important, c'est que j'estime que c'est normal que les hommes perdent leurs cheveux, parce que c'est la seule forme de justice immanente à laquelle on a un peu accès, dans le sens où ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ils grossissent pas, le monde est tel qu'ils gagnent plus que nous, donc enfin, il y a un truc relou qu'ils ont et pas nous. Enfin, excusez-moi, mais pour moi, c'est important. Ils grossissent, mais on ne leur reproche pas. Non, mais attends, excuse-moi. Non, ils grossissent 10 fois moins que les nanas. Ah non, attends. Ou plus tard, à partir de la trentaine, peut-être à partir de la trentaine. Mais ils ont quand même genre 30 ans de vie peinard que la grande majorité des femmes n'ont pas. Enfin bref, c'est pas le même débat. Arrêtez de vous greffer les cheveux, les hommes. Non, mais oui, mais en plus, sérieusement, en fait, toutes ces greffes de cheveux, ça pose plein de questions. En Turquie, il y a un énorme marché noir autour de ça. Il y a des mecs qui se font avoir. C'est pas toujours safe, en plus. C'est pas toujours safe. Il y a plein de mecs qui se font avoir, qui se font un peu entourlouper. Tu peux faire une première greffe de cheveux, une deuxième, ça fonctionne pas. Comment ça fonctionne exactement, techniquement, la greffe de cheveux ? C'est-à-dire, tu prends des cheveux de quelque part, d'où ? Je me suis pas assez renseignée à ce niveau-là. Non, mais ça m'intrigue. Oui, en fait, c'est vrai, tu prends les cheveux d'où, tu les prends sur qui ? Ce que je sais, par exemple, c'est que pour la question de la pilosité de la barbe, parce que du coup, il y a aussi la greffe de la barbe qui est de plus en plus pratiquée, ça partout dans le monde, on prend justement des cheveux, des cheveux qui sont derrière ta tête, pour les implanter sur ton menton.
Est-ce qu'on peut aussi se faire greffer de la barbe? Ouais, carrément. En gros, depuis plusieurs années, ça fait que augmenter le nombre de personnes, le nombre d'hommes en tout cas, qui ont recours à cette opération-là. Là aussi, ça coûte cher. Là aussi, c'est pas sans risque. Tu peux avoir d'énormes fièvres, une énorme nausée. Bref, tu peux avoir vraiment des sacrées complications, quoi. Ah ouais. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de modèles masculins chauves qui sont érigés comme étant des sex symboles. Je sais pas, moi j'ai vraiment en tête le trio ultra viril, Jason Statham, The Rock, Vin Diesel. Enfin, c'est des hommes qui sont considérés, enfin, tu vois, qui sont régulièrement élus comme étant les hommes les plus sexy de l'année, etc. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment, enfin, est-ce que si on fait le parallèle avec les femmes et les cheveux gris, est-ce que, enfin, parce que j'ai l'impression que contrairement à ces modèles-là chez les hommes, il n'y a pas trop de modèle de femme aux cheveux gris. Ouais, c'est difficile. Enfin, il n'y a qu'une femme politique. Sophie Fontanelle, qui a fait son bouquin, une apparition là, sur les cheveux gris. Ouais. Et puis Sandrine Rousseau en femme politique, toutes les autres, elles se sont toutes teintes les cheveux, quoi. Ouais, sur ces rôles modèles chez les hommes, je sais pas en fait si c'est du point de vue des hommes qui sont valorisés en fait. Est-ce qu'ils sont sexy justement d'après les hommes ou d'après un panel de personnes qui ne sont peut-être pas des hommes? Parce que, de toute évidence, en vrai, on se compare nous-mêmes énormément sur les réseaux sociaux, entre hommes. Je pense que la question, en fait, du fait que, tout simplement, ces greffes de cheveux sont de plus en plus nombreuses, ces greffes de barbe aussi, ça pose certaines questions, en fait. Quelle représentation, nous, les hommes, on a, en fait... quel standard de beauté en fait dans lesquels nous on peut se retrouver en fait. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ces pratiques de greffe, elles sont, enfin les potes dont tu parles, est-ce que c'est des personnes du milieu queer? Parce que j'ai l'impression que les pressions esthétiques sur les hommes homo, elles sont beaucoup plus fortes que sur les hommes hétéros. La plupart de mes potes qui m'en ont parlé, effectivement, c'est des hommes gays. Parce que pour ce qui est de mes hommes hétéros, la langue à fourcher. Pour ce qui est de mes potes hétéros, ils se posent pas trop la question de prendre du poids en ce moment, ils se posent pas trop non plus la question de perdre leurs cheveux, ou ni même parfois de les avoir propres. Mais Bam c'est vrai qu'effectivement, moi, les discussions que j'ai autour de la perte de cheveux, ça va être du côté de mes potes gays. Donc, je peux pas en tirer forcément de conclusion générale. Je suis pas un sociologue ni anthropologue sur la question, mais c'est clair que, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est vraiment dans mon entourage gay, quoi. Ouais, je me souviens de cette phrase hyper célèbre de Despentes qui disait « Les hommes n'ont pas de corps ». Et je pense que c'est pour dire que eux, ils peuvent être... Enfin, elle disait n'importe quel bourré, relou, rougeau peut se permettre une réflexion sur le corps d'une petite meuf de 20 ans qui passe, sans jamais se poser la question de est-ce que lui, il est esthétiquement au niveau pour se poser cette question. Et j'ai l'impression que ça, c'est vrai pour les hommes en position de domination. Beaucoup, donc les hommes hétéros, ils ont encore pas de corps, c'est comme si c'était que des esprits, et c'est pas grave s'ils sont chums. Je trouve que ça questionne aussi la manière dont on envisage la vieillesse chez les hommes, chez les femmes, et c'est aussi ce que disait Simone de Beauvoir dans La vieillesse, c'est qu'il y a une forme d'inégalité qu'on commence à connaître aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs modèles de beauté chez les hommes hétéros qui peuvent être déclinés au gré des âges, le jeune et faible, le vieil homme plus mature, etc. Le quinca sexy et tout, bien sûr, c'est injuste, ouais. Chez les femmes, il y a une sorte de blocage sur la Lolita et il n'y a pas vraiment d'autres déclinaisons possibles, quoi. Et du coup, je me demande si... est-ce que ça vient pas réinterroger ça? Est-ce que du coup, c'est pas un nivellement vers le bas où maintenant, on est tous dans la même merde Mais effectivement, est-ce qu'en gros, ce rapport à la vieillesse, il n'a pas un peu... changé selon nous, nos générations, enfin selon en tout cas, par exemple la génération de mon père, peut-être que lui il a beaucoup plus accepté aujourd'hui de vieillir et il l'acceptait beaucoup plus avant. Est-ce que nos générations à nous, qui sommes de plus en plus connectés, qui sommes de plus en plus face à des standards beauté sans doute irréalistes, même quand on est un homme, est-ce qu'on n'y est pas beaucoup plus confronté? Est-ce que ça ne nous questionne pas davantage? Je crois que c'était une étude sur laquelle je suis tombé dernièrement, de l'American Psychological Journal, qui montre qu'effectivement, il y a une corrélation directe entre les réseaux sociaux et la baisse de l'estime de soi chez les hommes. Ils expérimentent, comme tu dis, c'est un nivellement par le bas où tout le monde est objectivé. Mais j'ai du mal à croire que ce soit une bonne nouvelle, parce que je pense que la pression continue de s'accentuer sur les femmes. Après, je sais pas. C'était Maya Mazorette qui disait, je crois, il faut que les hommes s'esthétisent. Faut aussi qu'ils cherchent à nous séduire avec leur corps, en tout cas pour les hétéros. Et qui s'érotisent. Qui s'érotisent aussi, qui mettent des beaux sous-vêtements. Faut arrêter le caleçon Bob l'éponge, passer 12 ans, des choses comme ça.
C'est vrai aussi qu'il peut y avoir un truc dans le soin ou dans le soin de porter à son apparence qui peut aller vers une forme d'égalité peut-être entre hommes et femmes. Je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à questionner et justement, toute l'estime de soi, toute l'estime de son apparence quand on devient un homme, c'est quelque chose, en tout cas, c'est un sujet qui vient progressivement sur le tapis. Je pense que c'est pas du tout quelque chose dont on pouvait parler il y a de ça des dizaines d'années. C'est vrai. Moi, anecdote personnelle à laquelle je pense, mais j'ai été à l'anniversaire d'un ami plus jeune que moi il y a pas très longtemps, où tout le monde. Il a quel âge ? 27. Enfin, lui, il avait 30 ans, mais tout le monde avait 27 ans à peu près. D'accord. Et en fait, la conversation a très rapidement dérapé sur la chirurgie esthétique et le Botox. Ouais. Et c'était devenu un sujet de conversation vraiment tout à fait banal de dire « Ah, mais moi, j'ai fait de l'acide, moi, j'ai fait du Botox et tout. » Et c'était pas du tout un milieu social privilégié ou quoi que ce soit. Enfin, l'image que moi, j'avais du Botox, c'était pas du tout la Bourge du 16e, quoi. Et je trouvais ça fou, en fait, qu'on en soit arrivé là et que des petits de 26 ans me disent « Ah oui, mais il faut commencer maintenant parce que du coup, ton muscle, il se pré-fatigue. Et du coup, ce sera beaucoup plus naturel. » Et je trouvais ça terrifiant. Et je pense que oui, la greffe de cheveux est le symptôme de toute cette vague. Et effectivement, c'était hommes et femmes mélangés de manière totalement égale à ce sujet-là, quoi. Moi, j'avoue, j'avais pris rendez-vous pour aller faire du Botox. Et après, j'y suis pas allée. En fait, après, je me suis dit, mais non, mais pourquoi tu vas t'injecter de la misogynie sur le visage ? Bah, moi, je me suis posé la question en rentrant. Par contre, j'ai fait le premier rendez-vous, la pré-consultation pour faire un diagnostic. Et c'est une expérience qui m'a... Je pense qu'un jour, j'écrirai un truc là-dessus. C'était incroyable comme moment parce que t'as une meuf qui te met un petit miroir, une lumière dans la tête et qui regarde et qui fait la liste de tous tes défauts sur ton visage. Heureusement, le corps, je pourrais pas faire ça, je suis trop complexée, mais le visage, je suis pas trop complexée. Donc, ça m'a plutôt fait rire. Et donc, tu découvres des défauts que j'avais même pas remarqués. Genre, j'ai vu que sur les arêtes du nez, j'avais des petits vaisseaux qui avaient éclaté, j'avais même pas vu. Maintenant, je vois plus que ça. Et elle te fait la liste de tout ce qui va pas, tout ce qui va bien. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a un premier coup où tu dis, oh là là, il y a plein de choses qui vont pas. Et après, elle te dit tout ce qu'on peut faire, du coup, pour corriger tes défauts. Et tu dis, ah, mais c'est merveilleux. Je vais pouvoir tout résoudre avec de l'argent, en fait. C'est bon, à moi, la jeunesse éternelle et tout. Et c'est assez... Je sais pas. Je pense qu'un jour, je le ferai, moi, sincèrement. Je me suis dit, j'attends peut-être encore un peu. Parce que, en fait... c'est vrai que c'est chelou de voir les marques sur ton visage, les rides, et tu te dis, mais si je peux juste repousser de ça de quelques années, je parle pas de changer de visage complètement, mais repousser ça un peu comme un petit coup de boost, quoi, comme une teinte de cheveux, une coloration de cheveux. Franchement, moi, je pense que je le ferais. Mais bon, après, tu plonges dans un engrenage. Je pense qu'il faut faire gaffe à pas plonger dans un engrenage, quoi. Mais pourquoi s'en priver aussi d'un petit coup de boost, d'un petit coup de jeune, si c'est pas mauvais pour la santé, si c'est réversible, parce que le Botox, ça part au bout de 6 mois. Donc, si c'est réversible, pourquoi pas ? Non, mais je suis d'accord. Après, c'est quoi l'étape d'après, quoi ? C'est quoi ? Je suis d'accord. Est-ce que c'est la chirurgie, machin ? Enfin, jusqu'où on va ? Je sais pas. Ben non, mais moi, je me suis posé des questions, pareil, que je m'étais jamais posées. J'ai vu des trous là où j'en avais pas vu. Mais ouais, c'est ça. Et c'était... Mais c'est pas facile de vieillir, hein. Franchement, en fait, c'est pas facile. Hein. Surtout dans notre monde où on se voit tout le temps, en fait. Tu penses que oui, tu m'as pas répondu à ma question, Valentin. Tu penses que tu le feras, toi, la greffe de cheveux, si jamais tu perds tes cheveux ? Je sais pas. C'est vrai que quand je vois les photos de tous ces hommes qui ont des énormes bandeaux avec le crâne tout rouge parce qu'ils sont mis genre des dizaines et des dizaines et des dizaines de cheveux, je pense que les images que j'ai vues m'ont un peu refroidi. Je prie pour ne pas perdre mes cheveux, mais j'espère juste que moi, ils seront juste gris et toujours aussi volumineux. Ah oui, voilà, une belle chevelure poivre et sel. C'est ce qu'on te souhaite, Valou. Alors, Lorraine, quel est ton deuxième sujet de débat ? Alors, donc moi, je suis partie sur dernier, je pense. Un mode un peu plus estival. Vas-y, dis-nous à savoir les vacances en solo. Parce que, en gros, à peu près comme tout le monde, je pense après... Enfin, non, peut-être pas comme tout le monde, je généralise un comportement potentiellement déviant, mais... Bravo. J'ai regardé Eat, Pray, Love après une rupture, donc Mange, Prie, Aime, donc qui est une adaptation d'un roman qui raconte la vie d'une femme divorcée qui va se retrouver par la force du voyage en solitaire. Et donc, après ça, en fait...
Donc Eat, Pray, Love, ça date déjà d'une dizaine d'années. Et en fait, c'est monté toute une industrie et tout un marketing autour du voyage en solitaire qui a été glorifié comme une forme d'émancipation ultime de la femme. Et en fait, j'ai trouvé quelques chiffres qui montraient à quel point c'était un phénomène social massif, puisqu'aujourd'hui, 18% des réservations dans le monde sont des réservations de voyages en solitaire. Et c'est plus que les voyages en couple. C'est juste derrière les voyages en famille. Moi, j'ai trouvé ça complètement ouf. Et moi, personnellement, j'ai déjà fait des voyages en solo et j'ai trouvé que c'était l'arnaque du ciel. Ah ouais ? Parce que déjà, tout coûte plus cher. Parce que tu peux pas partager tes taxis, tu peux pas partager ta chambre. Ça coûte plus cher. Je me suis retrouvée à errer dans des musées. T'étais où ? T'es partie où ? Toute seule. J'étais à Buenos Aires. Ouais. Et c'était quand ? Ah oui, après ta rupture ? Il y a 2 ans ? Non, ça c'était avant. Je révèle ta vie. le coming out. Non, c'était avant. C'était avant pour le coup. Et ouais, je me suis retrouvée toute seule à errer dans des malls et puis le soir à manger ma quiche aux épinards toute seule avec un livre et vraiment. C'est pas aller sur Tinder ? C'est le seul moment, je trouve, où c'est intéressant d'aller sur Tinder. C'est quand t'es en voyage à l'étranger. C'est vrai que j'avais pas fait ça. Mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que j'en suis venue à la conclusion que c'était l'arnaque du siècle, cette idée de voyage en solo. Et je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous avez déjà voyagé en solo ? Quelle a été votre expérience ? Est-ce qu'elle a été meilleure que la mienne ? Je comprends l'exaspération autour du truc voyager en solo et tu vas résoudre tous tes problèmes, tu vas consacrer, tu vas te connecter à ton âme et à ton moi profond et tu vas revenir une nouvelle personne. Cette espèce de glorification un peu à l'extrême du voyage ou de dire j'ai eu le courage de tout plaquer, je suis partie à l'autre bout du monde. Enfin non, t'as pas eu le courage, t'as eu la thune en fait d'acheter un billet d'avion et de partir en vacances, tu vois. Enfin genre calm down chérie quoi. Mais en même temps, cette espèce le voyage solo version Instagram, il m'exaspère. Mais moi j'ai quand même fait 2-3 voyages en solo, mais surtout quand même à la vingtaine, où tu vas en auberge de jeunesse, sac à dos et tout, et tu rencontres plein de gens, tu fais des rencontres, tu tombes amoureuse. Tu parles anglais et qui sont parmi dans le panthéon de mes plus beaux souvenirs, quoi. Mais aujourd'hui, à la trentaine, voyager en solo, à moins d'avoir un truc à faire quelque part, ou de partir genre 1 mois, par exemple, de faire du télétravail à New York, aller écrire un bouquin, la meuf qui son rêve, dans un bel appart, ça je kifferais. Mais alors déjà partir en auberge jeunesse, no way. En woofing, no way. Donc aujourd'hui, ou alors je me ferais un truc. Moi, je suis partie toute seule à Dublin, par exemple, mais en séjour un peu de pèlerinage, parce que c'était là où j'étais partie en Erasmus quand j'avais 18 ans. Et donc je m'étais dit, je vais retourner sur le lieu de mon voyage à mes 18 ans pour faire un point sur ma vie entre 18 et 35 ans. Et je me dis, je referai pareil à 50. Ok. Je vais à 18 à 35 et à 50. Et tu vois, ça serait un peu un rendez-vous avec moi-même. Mais je suis partie genre 3 jours dans un bel hôtel. C'était un peu un cadeau que je me faisais. Et c'était cool, mais c'est vrai que c'est pas... T'as pas le temps de te sentir vraiment seule en 3 jours. Non, et puis en plus, en vrai, j'ai passé 3 jours dans mon lit avec un Irlandais. Enfin, moi, pourquoi je raconte ça, pardon. Mais en vrai, aujourd'hui, ça me saoule et j'y vois... Et je trouve qu'il y a un côté... Enfin, c'est cool à la vingtaine, moi, je trouve. Voilà, moralité, c'est cool, selon moi. Sauf si t'as une vingtaine de coincés et que t'étais maquée toute ta vie et que t'as 20 ans à 30 ans. Mais oui. C'est cool quand t'es dans cet état d'esprit, quoi. Moi, j'aime bien quand même partir seule et j'aime bien après partir seul juste quelques jours et pas forcément très loin. Je pense que j'irai clairement pas à Buenos Aires, mais si j'allais pas en Paris déjà parti tout seul. Ouais, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Ah bon? Mais tu m'avais dit que jamais. Non, pardon. Je l'ai fait pas à plusieurs reprises, mais je l'ai fait pendant quelques week-ends. Ah oui, d'accord. Et là, je vais le refaire ces vacances. Je vais partir un peu tout seul quelques jours dans les Cévennes. Tu vas raquer. Je vais raquer complètement ouais, parce que le taxi pour retourner tout seul jusqu'au train, je vais le payer tout ça seul. c'est sûr. Tu payes tout solo. Ouais, c'est comme la arnaque. vie seule, c'est pareil. Ouais, exactement. Et en fait, le fait est que ce que j'aime dans le fait de partir seul, c'est comme dans le fait de vivre seul. C'est si j'ai envie de manger 4 pizzas à Naples la même journée et pas genre me taper une autre glace juste après, bah en fait, je le fais selon mon propre vouloir, quoi. Je dépends pas trop des envies des autres, même si je suis quand même quelqu'un qui partage. J'aime l'idée que finalement, ce voyage-là, il dépend vraiment que de moi. Puis les rencontres, quand t'es solo, t'es quand même ouvert à Mm. l'aventure et aux rencontres, beaucoup plus qu'entre potes. Complètement, et je trouve que ça fait du bien aussi de se retrouver un peu seul à l'étranger et de voir en fait ce que tu as envie de faire tout seul et voir en gros ce que ça t'amène un peu à méditer sur toi, à comprendre de toi. Il y a un truc un peu...
Ouais, un peu bienfaisant pour l'esprit, je trouve. Ah oui, toi, t'es mûr pour Eat, Pray, Love, là. Ouais. Mais toi, en tu vas fait, te retrouver avec tu vas te retrouver avec toi-même dans les Cévennes. Tu vas nous faire un post Insta imblairable. En fait, ce que je me pose comme question quand même, c'est qu'effectivement, le discours que là je suis en train de tenir, c'est un discours qu'on voit énormément sur les réseaux, c'est un discours qu'on voit énormément dans les bouquins. Mais en fait, j'ai essayé de faire quelques recherches avant de venir et il y a quand même aucune étude scientifique qui démontre en fait les aspects vraiment bénéfiques à partir seul pour sa santé mentale. J'ai vu une étude qui m'a brisé le cœur et c'est celle de la Fondation de France qui dit qu'en gros, en France, il y a 25 personnes qui souffrent d'isolement relationnel. Et isolement 25%? Relationnel, 25%, ouais. Isolement relationnel, d'après eux, ça veut dire que tu as eu que quelques interactions épisodiques pendant l'année en dehors du ménage, donc en dehors de ton conjoint et de ton enfant. Déjà, je trouve ça hyper intéressant comme définition et comme cadre qu'on pose à ce que ça veut dire, la solitude, en fait. Et du coup, ça montre que ça touche principalement les jeunes et les femmes. Et du coup, en fait, je me demande justement si cette espèce de marketing autour du voyage en solo, c'est pas... une espèce de glorification de ce syndrome moderne de la solitude. Et en gros, de dire, vous allez être auto-entrepreneur, vous allez être célib et vous allez voyager en solo. Enfin, en gros, vous avez besoin de personne et vous êtes tout seul, quoi. C'est ça que je me demande, en fait. Oui, ça me fait penser ce que tu dis, c'est ce que disait aussi Paulina Aronson dans un épisode, une sociologue russe qu'on a interviewée dans un grand entretien pour On peut plus rien dire si ça vous intéresse, ce sujet de la solitude et de la glorification de la solitude. Elle a énormément travaillé là-dessus et elle explique en fait que c'est un mélange de la pop psychologie, de la psychologie populaire et du capitalisme. Elle est entièrement d'accord avec toi. Qui viennent en fait dévoyer notre désir de liberté ou se greffer sur notre désir de liberté pour nous pousser à nous faire croire qu'une vie réussie, c'est une vie totalement autosuffisante. Donc, comme tu dis, où tu demandes l'aide à personne, où tu pars en vacances tout seul, où tu es auto-entrepreneur, où tu te débrouilles tout seul, jusqu'où en fait, jusqu'à ce qu'on demande même pas d'aide à nos amis, qu'on parte même pas en vacances avec nos potes. Et ça peut mener, ce qu'elle expliquait en Russie, c'est extrêmement brutal. Mais en fait, je pense que ce qu'elle explique, c'est que le célibat, c'est devenu le nouveau credo marketing, c'est la nouvelle ménagère de moins de 50 ans. En fait, c'est la nouvelle coqueluche des commerciaux et des agences de pub. Parce que le célibat, en fait... comme tu dis, ils dépensent, quoi. Tu dépenses. Donc, et en plus, comme souvent, c'est des personnes diplômées qui vivent dans les grandes villes, donc ont un peu de pouvoir d'achat, comme on dit, même si cette expression est atroce. Et on est targeté, je dis on, oui, je sais pas si on se situe dedans, mais en tout cas, oui, c'est une catégorie de population qui est targetée de ouf, quoi. Mais ce que je trouve quand même... je trouve quand même que la notion de liberté, elle est intéressante et le voyage seul, c'est aussi une expérience de la liberté qui est belle aussi. Non, mais je suis Toi, d'accord. t'es partie un mois à Berlin toute seule, c'était aussi une belle expérience, non ? Non, parce que j'étais avec des amis. Ah, t'étais pas toute seule ? Non, j'ai rejoint des amis. T'as rejoint des amis, mais en réalité, je suis d'accord avec le fait que ça peut être une expérience intéressante, mais c'est, comme tu dis, c'est toute la frontière entre quête d'émancipation, liberté c'est ça. Et solitude. Tout comme le célibat peut être complètement génial et vivre seul, ça a des super avantages parce que tu peux manger 4 pizzas par jour sans que personne te juge. Mais c'est la question que je me pose, c'est vraiment jusqu'où ça va et est-ce que le voyage en solo, c'est pas la dernière frontière, quoi. Enfin, c'est quoi la suite, du coup ? Mais ce que je trouve intéressant dans l'étude que tu cites, c'est que ce que ça montre, c'est que justement, on associe dans l'esprit populaire célibat et solitude instinctivement. Oui, c'est ça. Alors que là, ce que tu montres dans cette étude, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, mais qui sont en ménage, donc qui sont en couple avec un enfant, mais qui ne parlent à personne d'autre qu'à leur mec, à leur bébé, ou à leur femme et à leur bébé, ou leur enfant d'ailleurs, pas forcément un bébé. Mais et je pense que c'est là où on se trompe, c'est quand le fait d'associer forcément célibat et solitude, et que la solitude, elle n'est pas forcément toujours là où on croit. Et que parfois, les personnes célibataires vont avoir une vie sociale beaucoup plus riche, bien sûr, plus d'amis, pas forcément, mais c'est quand tu travailles quand même à construire une vie riche et solide, que les personnes qui se reposent que sur leur mec ou que sur leur meuf. Enfin, on s'éloigne du sujet, mais ça me paraissait important de le dire. Ah oui, non, je partage complètement cet avis-là. Mais ce que je me demande aussi, c'est qu'au final, donc toutes les deux, vous êtes parties seules, toutes les deux, vous êtes des femmes françaises. Et ce que je remarquais, c'était en faisant des recherches, c'est que selon l'IFOP, en 2020, je crois qu'il y a seulement 78% des Françaises qui ne sont jamais parties seules en voyage, en fait. Ah oui, quand même, ça reste une minorité. Donc, en fait, celles qui sont parties comme vous sont vraiment une minorité. Et on en fait effectivement tout un
tout un discours hyper romantisé, tous les bouquins, genre Wild avec Reese Witherspoon qui va partir au fin fond du monde aux États-Unis, un truc genre très émancipateur. Mais en fait, finalement, qui le fait vraiment? C'est ça. Et qui le raconte vraiment, en fait. Oui, c'est vrai. Tu as bien raison. Merci beaucoup, Valentin. Ce serait le mot de la fin. Qui le fait vraiment et qui le raconte? Merci Valentin, merci Lorraine de vous être prêtée à l'exercice. C'était un plaisir de vous écouter et d'échanger avec vous. Mes très chers amis, je me prends aussi un moment pour vous dire un immense merci, vous qui nous écoutez depuis le début. Merci du fond du cœur, vraiment. Et rassurez-vous, on ne vous abandonne pas pendant ces vacances d'été, car on se retrouve avec un hors-série spécial. Les animaux ont-ils une âme? Et évidemment, l'année prochaine pour de nouvelles aventures. J'aimerais aussi prendre quelques instants pour dire un encore plus immense merci et un encore plus immense bravo à notre chargée de production Charlotte Bex, et aussi un immense bravo et un immense merci à toutes les personnes qui nous ont réalisé au cours de cette saison. Attention, vous êtes prêts pour la liste? Il y a Elisa Grenet, Quentin Bresson, Thomas Chalvidal, Alice Ninin et Solène Moulin. Merci à tous, merci les amis, à très vite.